Une étape de plaine du Tour de France suit souvent le même scénario. Un ou plusieurs coureurs quittent le peloton. On appelle cela une échappée. Un mot presque poétique, comme si l'on s'échappait d'une prison. Pourtant, les chances d'aboutir sont minces, souvent infimes. Tout le monde le sait. Les coureurs, les directeurs sportifs, les commentateurs, les spectateurs, et pourtant, presque chaque matin, quelqu'un recommence. En réalité, une échappée n'est jamais totalement libre. Elle continue d'être définie par le peloton. C'est lui qui décide, il laisse partir, il temporise, il accélère, il calcule, il juge, puis il reprend. Le peloton possède, d'une certaine manière, un pouvoir de vie ou de mort sur les échappés. On ne quitte jamais vraiment le groupe. On ne fait que modifier la distance qui nous en sépare. Il existe d'ailleurs une expression que j'aime beaucoup, le bond de sortie, comme si la liberté devait être autorisée, comme si l'on pouvait quitter momentanément le groupe, à condition de promettre d'y revenir. Liberté conditionnelle, permission provisoire, mais on ne part pas n'importe comment. Il faut montrer patte blanche, ne pas représenter un danger, ne pas menacer les patrons ou ne pas être un patron. Être suffisamment fort pour partir, mais pas assez fort pour inquiéter. Alors seulement vient l'échappée du jour. Du jour, vous avez bien entendu. J'aime beaucoup cette précision. Elle rappelle que cette liberté est fragile, précaire, presque empruntée. Le peloton laisse partir pour mieux reprendre. Comme il arrive parfois que le groupe concède un peu de liberté afin de mieux conserver son pouvoir. Pourquoi partir? Pourquoi dépenser autant d'énergie pour une tentative dont chacun connaît presque déjà l'issue? Les anciens répondront immédiatement échappée publicitaire. Oui, bien sûr. Les sponsors existent, la télévision aussi. Mais cette réponse me paraît trop courte. Peut-être que certains partent simplement pour respirer. Devant, la route change. Le vent devient plus présent. Les villages redeviennent des villages. Les champs cessent d'être un décor. Les montagnes retrouvent leur silence. On ouvre la route. On voit le paysage avant tout le monde. On entre le premier dans une ville. Pendant quelques secondes, elle appartient encore à l'échappée, avant que le peloton ne la dévore à son tour. Car le vocabulaire du cyclisme est fascinant. Le peloton avale, il chasse, il contrôle, il reprend, comme un immense organisme. Plus l'arrivée approche, plus l'échappée devient précieuse, parce que ce qui est rare devient cher. Le peloton attend le dernier moment, comme un chat qui joue avec sa proie avant le dernier coup de patte. Pourtant, une échappée est rarement solitaire. Ils partent à 2, à 3, à 5. Ils prennent des relais, ils coopèrent. Ils savent pourtant qu'à la fin, un seul lèvera les bras. J'aime beaucoup cette idée. Le collectif n'efface pas les singularités. Il les rend momentanément compatibles. Pendant quelques heures, leurs intérêts convergent, puis leurs trajectoires recommencent à diverger. Le relais n'efface personne. Il permet simplement d'aller plus loin ensemble. Le collectif n'est pas une fusion, c'est un accord provisoire, une convergence, pas une disparition. Et c'est peut-être pour cela qu'il est si précieux. Je crois que beaucoup de passages dans une vie ressemblent à cela. Quitter une langue, quitter un pays, quitter un métier, quitter une manière d'habiter son propre corps, on ne coupe jamais totalement les liens. L'ancien monde continue d'exister derrière nous, visible, présent, comme le peloton, parfois très loin, parfois à quelques secondes seulement. Et puis, exceptionnellement, l'échappée va au bout. Quelques mètres, quelques secondes, une minute, peu importe. Pendant un instant, le monde cesse d'obéir aux probabilités. Cette possibilité suffit. Je crois qu'aucun coureur ne prend réellement le départ d'une course sans imaginer quelque part la gagner. Mais peut-être que le véritable Graal est ailleurs. Peut-être que le trésor n'est pas uniquement au bout de la route. Peut-être apparaît-il au moment précis où l'on accepte de quitter le peloton, quand on cesse de demander au résultat l'autorisation d'agir. Quand partir devient déjà une victoire.
quand l'échappée cesse d'être un moyen pour devenir une manière d'habiter le monde. Le collectif existe, bien sûr. Il protège, il accélère, il permet parfois d'aller plus loin, mais il ne pédale jamais à notre place. On ne se passe pas un ballon, on est seul à pédaler. C'est comme ça dans le vélo. Et je ne crois pas que ce soit un détail. Je crois que cela raconte quelque chose de profondément humain. Les grandes traversées ressemblent à cela. Les langues, les voyages, les œuvres, les rencontres, on ne sait jamais exactement où elles conduisent. Heureusement, sinon, ce ne serait plus des aventures. Nous parlons beaucoup des arrivées. Le cyclisme, lui, passe l'essentiel de son temps ailleurs. Et le lendemain, d'autres repartiront. Ils savent qu'ils seront probablement repris. Ils partent quand même, sans tentative, pour une seule victoire, et peut-être 100 victoires invisibles que personne ne comptera jamais. Les mots du cyclisme m'intéressent moins pour ce qu'ils décrivent que pour les mondes qu'ils ouvrent. Une échappée n'est peut-être pas seulement une tentative de gagner une course. C'est peut-être une manière d'habiter le temps, d'accepter de partir avant de savoir si cela servira à quelque chose. Il existe un autre mot que j'aime beaucoup, le baroudeur, celui qui part, celui qui ouvre la route, celui qui passe des heures la tronche dans le vent. Et moi, quand j'entends baroudeur, j'entends presque pèlerin, quelqu'un qui avance moins pour arriver que pour être transformé par le chemin. Et peut-être que la seule question qui demeure dans le cyclisme comme ailleurs n'est pas de savoir qui gagnera, ni même qui sera repris, mais de se demander à chaque instant qui s'échappe et qui poursuit l'échappée. Et au contraire, rester planqué dans un peloton, qu'est-ce que cela signifie pour soi? Et aussi, qu'est-ce que cela signifie de passer sa vie à mener la chasse? Et surtout, qui est le baroudeur en nous? Et de quoi cherche-t-il à s'échapper?